Merci. Alors, pour cet après-midi, nous allons donc changer de thème et nous allons parler de la nature des voyageurs. L'étude de la nature a pris le nom ces dernières années, alors peut-être que vous le connaissez, d'éco-poétique. Et pour le dire rapidement, cette discipline nouvelle, qu'est l'éco-poétique, se préoccupe de la mise en forme des rapports entre espace et création, littéraire et artistique, dans le but de penser, voire de repenser, la relation de l'homme avec la nature. L'étude de la nature dans les récits de voyage peut être particulièrement féconde. Parfois, notamment quand on passe sur les siècles plus anciens, cette étude nécessite quelques redéfinitions, quelques remises en perspective pour éviter les anachronismes. Mais cette étude peut tout aussi bien, avec ces remises en perspective, peut tout aussi bien concerner des textes du XVIe siècle que du XXIe. D'ailleurs, la 24e rencontre enseignants-chercheurs, donc la dernière qui a eu lieu avec nous, avait été consacrée au lien entre voyage et écologie, entre l'être humain et la nature. Les enregistrements, pour ceux qui n'y étaient pas et qui seraient intéressés, sont en ligne sur la chaîne YouTube du CRLV. Et cette perspective d'étude est toujours suivie par le CRLV, notamment avec le projet Travel que nous présentera tout à l'heure Sylvie Requet-Morin. Et pour cette thématique de l'après-midi, le tableau nous semblait, le fameux tableau d'Augustus Egg, tout à fait adapté, en tout cas incarner nos perspectives de recherche, puisque au fond, il y a cette fameuse baie de Menton dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc cette baie qui est connue pour sa végétation étonnante et luxuriante, et pour ses riches jardins botaniques. Donc une baie qui possède non seulement une végétation méditerranéenne typique, pins, oliviers, cyprès, myrtes, figuiers, mais également une végétation exotique d'une rare valeur. On peut retrouver des palmiers, des nénuphars, des herbes fruitiers. Et je pense notamment à un jardin botanique en particulier, le jardin de Valramey. Peut-être que vous connaissez. En tout cas, si vous ne le connaissez pas et que vous allez à Menton, je vous le conseille, parce que déjà, la vue est magnifique. C'est dans le début des montagnes, on a la belle villa, la terrasse sur la mer Méditerranée et un jardin de toute beauté avec, et j'ai noté, 1800 espèces végétales, subtropicales, tropicales, mais aussi méditerranéennes. Vraiment un jardin très riche et toujours enrichi aujourd'hui par le Muséum d'histoire naturelle. Et ce que vous ne voyez pas, mais qui est présent sur le tableau, c'est qu'au premier plan, si vous pouvez peut-être le deviner en bas, donc c'est caché par le bandeau, il y a donc à droite du tableau un panier d'oranges, et à gauche, vous avez un bouquet de fleurs. Donc ici, deux éléments picturaux qui incarnent la richesse et les productions, donc la richesse des productions de la Côte d'Azur. Et ce qu'on voulait montrer avec ce tableau, avec ce fond, cette baie de Menton, c'était que justement la nature ici n'est pas qu'un fond, n'est pas qu'un cadre. Elle est sélectionnée et esthétisée. Elle devient un objet du regard, un objet de désir et un objet à penser. Et c'est ce mouvement de décor à objet qu'opère le chercheur lorsqu'il travaille sur la nature, et que nous vous proposons de suivre au fil des 3 communications qui vont suivre. Puisque non seulement on vous parlera de végétaux, mais aussi d'animaux, ce que j'ai compris avec la communication de Sylvie Requet-Morin. Et donc j'ai le grand plaisir de vous introduire Lily-Jeanne Courbeau, qui est étudiante en Master 1, Recherche et concours à l'Université d'Aix-Marseille, et qui prépare son mémoire 1 sous la direction de Sylvie Requet-Morin. Ses recherches examinent la représentation de l'Afrique chez Eugène Fromentin et Jules Verne. Elle s'intéresse à la manière dont l'art pictural et le savoir scientifique s'unissent pour construire un territoire imaginaire. Son travail interroge la transition vers une hyper-réalité où le texte littéraire se substitue au réel géographique. Elle vous propose une communication intitulée « Le Sahara selon Fromentin et Verne ». Merci Capucine pour cette présentation. Donc effectivement, mon travail porte sur un espace qui a fasciné le 19e siècle, l'Afrique et plus précisément le Sahara. Mais plutôt que de l'aborder comme une simple donnée géographique, j'ai choisi de confronter 2 regards, 2 machines à voir radicalement opposées. Donc d'un côté, Eugène Fromentin, à la fois peintre et écrivain, qui publie Un été dans le Sahara en 1857, où pour lui, le désert, c'est une expérience de l'immersion, une quête de la couleur et du silence. Et de l'autre côté, on va avoir Jules Verne, qui publie 5 semaines en ballon en 1863. Ici, le Sahara, il est plutôt survolé, mesuré et cartographié depuis la nacelle d'un aérostat.
Donc il s'agit de se demander comment le Sahara, espace perçu comme vide ou blanc sur les cartes, est transfiguré par deux machines à voir opposées, d'un côté l'immersion sensorielle du peintre et de l'autre le survol encyclopédique du savant. Donc nous verrons comment l'art et la science s'hybrident pour créer une hyper-réalité saharienne qui finit par supplanter le réel lui-même. Le terme d'hyper-réalité, je l'emprunte à Jean Baudrillard, et ça désigne en fait une situation où la représentation d'un objet finit par paraître plus vrai que l'objet lui-même. Donc ici, nous verrons que le Sahara de papier remplace progressivement le Sahara de sable. Donc pour commencer, Fromentin est ce que George Sand appelait un artiste double. Elle lui écrivait, je cite, « Cher ami, que faites-vous, peintre ou littérature ? Heureux artiste qui vivait double et mettez si bien en pratique ce que je viens de dire. » Donc pour lui, l'écriture n'est pas un substitut à la peinture, c'est vraiment un prolongement indispensable pour exprimer ce que le pinceau ne peut dire seul. Tout d'abord, j'aimerais m'attarder sur ce que l'on peut appeler l'écriture picturale et la syntaxe du regard chez Fromentin. Comme l'a analysé Barbara Wright, Fromentin il privilégie le signe plastique. Donc avant d'écrire, il regarde plutôt comme un peintre, puisque c'est son métier premier. Il cherche notamment l'ordre chez Poussin ou les jeux d'ombre chez Rembrandt. Et d'ailleurs, face au Sahara, il va noter c'était quelque chose comme la ronde de nuit de Rembrandt, ou plutôt comme une de ces eaux fort inachevées. Donc son écriture, elle devient une vision précréatrice. Il ne décrit pas la nature brute, il la recompose mentalement. Et d'ailleurs, on peut prendre sa réaction face au soleil qu'il refuse de nommer par sa couleur. Exprimer l'action du soleil sur cette terre ardente en disant que cette terre est jaune, c'est tant les dire et gâter tout. Le mot d'ailleurs est brutal, il dénature un ton de toute finesse. Donc le Sahara est pour lui un objet synesthésique où tous les sens sont mis à profit. La chaleur n'est plus une donnée météo, mais c'est une sensation organique, voire pathologique, qu'il compare, on peut citer dans le roman, à la respiration d'un malade accéléré par la fièvre. Donc en refusant dans la citation précédente le mot jaune, qui vient ici dénaturer toute la complexité de la lumière saharienne qu'il essaye de mettre en place, il force le lecteur à ressentir la vibration de la lumière plutôt qu'à simplement la constater. Dans la continuité de cette perspective physique du paysage, j'aimerais maintenant aborder le motif du seuil avec le pont de El Kantara qui fait office de véritable porte d'entrée en littérature, mais aussi passage entre deux mondes différents, deux esthétiques que Fromentin développe. Donc l'entrée dans le désert, elle se fait par ce franchissement symbolique du pont de El Kantara. C'est ici que j'utilise d'ailleurs les travaux de Gérard Genette sur la diction. Donc dans Fiction et Diction, Genette il explique que la littérarité d'un texte, elle peut résider dans sa forme stylistique, donc c'est-à-dire la diction, plutôt que dans son invention narrative, la fiction. Et Fromentin, il ne nous raconte pas une histoire inventée, il relate vraiment un voyage réel, mais il le fait avec une intensité formelle qui transforme le reportage en œuvre d'art. On peut voir d'ailleurs comment il décrit ce seuil. Le pont franchi, vous tombez par une pente rapide sur un charmant village, perdu dans une forêt de 25 000 palmiers, vous êtes dans le Sahara. Le style crée ici une discontinuité brutale. D'un côté du pont, on va avoir la montagne qui est dite noire et couleur de pluie, et de l'autre, elle est dite rose et couleur de beau temps. Donc ce n'est plus de la géographie, c'est vraiment une transition esthétique qui fait basculer le lecteur dans un autre régime de perception. Enfin, j'en viens à un point crucial de la réflexion, le silence, qui est conçu chez Fromentin non comme une absence, mais comme une véritable éthique et un refus de commettre ce qu'il appelle une erreur de point de vue. Fromentin il théorise donc cette véritable éthique du regard, il refuse de violer l'altérité par une curiosité mal placée, et il écrit d'ailleurs « Décrire un appartement de femme ou peindre des cérémonies du culte arabe est à mon avis plus grave qu'une fraude, c'est commettre sous le rapport de l'art une erreur de point de vue ». Comme le note Sonia Malzner dans ses travaux,
Son écriture agit comme un cadrage, il préfère le mystère à la possession, et donc ce silence qu'il décrit dans les oasis, ce silence où l'on entend, comme il est dit, distinctement le bourdonnement des mouches, donc vraiment quelque chose de très silencieux du coup. C'est pas un vide, mais c'est vraiment une forme de pudeur, voire même de respect envers l'autre. Et donc pour Fromentin, la nature saharienne, c'est une nature tableau qui ne se livre qu'à celui qui accepte de rester à distance où il convient de se montrer. Pourtant, cette retenue éthique et cette immersion sensorielle qui accepte la part d'ombre et de silence du désert vont être balayées par une autre ambition du XIXe siècle, celle de la maîtrise totale du savoir. Donc c'est là où Jules Verne intervient. Donc là où Fromentin s'arrête respectueusement au seuil de l'invisible, Jules Verne, lui, il va choisir de prendre de la hauteur. Il va substituer au regard immergé du peintre le regard surplombant du savant pour ne plus rien laisser dans l'ombre. Et donc si Fromentin parcourt le sable à hauteur d'homme, Jules Verne, lui, il nous place dans la nacelle du Victoria, son aérostat. Le ballon, on se rend vite compte que ce n'est pas qu'un moyen de transport, finalement, ça devient une machine optique, une machine visuelle et intellectuelle, où le territoire, il est transformé en panorama, voire même en carte en relief. Et donc ce ballon impose un véritable cadre visuel. J'en viens donc à ma première analyse sur Jules Verne et sa volonté de saturer le récit par le savoir. Donc Jules Verne est ce que Lionel Dupuis appelle un écrivain géographe, puisque son ambition est de, je cite, résumer toutes les connaissances de son temps. Donc pour cela, il utilise ce que Roland Barthes il définit comme l'effet de réel. Et on en vient à se demander pourquoi Jules Verne fait cela, pourquoi il nous impose des longues listes de calculs ou bien des noms d'explorateurs dans son roman, comme on peut le constater avec la citation suivante qui est presque maniaque. Ferguson, 135 livres. Kennedy, 153 livres. Joe, 120 livres. Poids du premier ballon, 650 livres. Au total, 4000 livres. Donc ces chiffres, ils ne sont pas là pour nous informer réellement, mais pour produire cet effet de réel de Roland Barthes, pour produire une illusion de vérité. Ce détail arithmétique, ça devient la caution du merveilleux. Et comme le souligne Michel Serres, le voyage vernien, c'est un voyage dans l'encyclopédie. L'Afrique n'est plus un espace empirique, elle est vraiment décrite et écrite dans le dictionnaire avant même d'être vue. Mais au-delà de cette rigueur comptable, l'élévation du ballon, elle permet surtout de déployer une véritable esthétique du panorama, où l'Afrique est sans cesse réinventée à travers la métaphore maritime notamment. En s'élevant, Jules Verne invente le regard panoramique, ou du moins le réinvente, et Joe, le serviteur, va être là pour résumer cette extase tout au long du roman. On peut lire d'ailleurs « Parlez-moi d'un ballon, on ne se sent pas marcher, et la nature prend la peine de se dérouler à vos yeux ». Donc on a vraiment cette extase par Joe, et pour décrire cette nature vue d'en haut, Verne, il délaisse le pinceau pour la lunette. Donc avec cette métaphore maritime, il transforme la savane en océan. C'était comme un océan de verdure sans un seul brisant. La nacelle justifiait bien son nom et semblait fendre des flots. Donc ici, l'Afrique, elle est mise en scène. Elle devient un spectacle total, ce qui nous ramène au sublime de Kant. Donc Kant, il va séparer le beau, donc c'est plutôt ce qui concerne la forme, l'harmonie et les limites, au sublime. Donc le sublime va traiter, lui, au contraire de ce qui est la démesure et ce qui dépasse les sens. Donc, par exemple, dans de nombreuses péripéties des voyageurs, on va avoir Ferguson qui va faire face à un volcan ou un orage et il va s'exclamer que c'est beau et que la puissance de Dieu est infinie jusque dans ses plus terribles manifestations. Donc ici, le sublime de Kant et donc le sublime vernien, c'est une extase sécurisée, puisqu'on admire l'Apocalypse depuis la nacelle, transformant cette nature sauvage en un tableau magnifique, mais c'est totalement dominé par la technique et la sécurité. Donc du coup, cette puissance, elle est mise en scène par le sublime dynamique grâce à la sécurité qu'on ressent.
on admire cette terreur depuis un poste protégé. Enfin, il me semble essentiel de rappeler que cette maîtrise visuelle n'est pas fortuite car elle s'appuie sur la facette cachée de Jules Verne en tant que critique d'art et sur le regard singulier qu'il portait déjà sur le Sahara. Donc, Jules Verne, il a écrit Salon de 1857 et c'est quelque chose qu'on ne connaît pas souvent sur lui puisqu'il était critique d'art. Et il admirait déjà Fromentin à cette époque-là, et c'est d'ailleurs l'un des seuls liens qu'on peut faire entre ces deux auteurs, parce qu'ils ne se sont pas côtoyés. On n'a pas de traces, en tout cas, de ça. Et donc, c'est intéressant de voir que Jules Verne écrivait déjà sur Fromentin, alors même qu'ils ne se connaissaient pas. Donc, il écrivait à propos de ces toiles sahariennes qu'elle nous jetait, je cite, en pleine Afrique sur cette mer de soleil et de sable. Et dans son roman, donc, il va appliquer ces principes picturaux de Fromentin, puisqu'il va utiliser la perspective atmosphérique. Donc c'est une technique qui crée l'illusion de profondeur. C'est une technique qui permet de donner du relief du coup, au roman, notamment par des dégradés de ton. Jules Verne ne trace pas seulement des coordonnées géographiques, mais il va décrire des profils estompés par la brume. Il réalise ainsi le vœu d'un livre qui serait peint autant qu'écrit. Et la carte va se substituer à la fresque colorée où l'Afrique est transfigurée par ce que Zola appelait l'écran romantique, donc c'est-à-dire un prisme qui brise le rayon lumineux pour le décomposer en spectre éblouissant. Mais alors, si le Sahara est devenu un objet scientifique parfait, un objet de science parfaite chez Verne ou un tableau épuré chez Fromentin, reste la question de qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'il reste. Puisque en voulant maîtriser l'Afrique aussi bien par la hauteur du ballon ou l'art chez Fromentin, ces deux auteurs, est-ce qu'ils ne finissent-ils pas par masquer la réalité humaine du continent derrière leur propre projection? Donc c'est ici que ma recherche elle prend plutôt une dimension critique, puisque l'Afrique, dans ces deux récits, elle finit par fonctionner comme un miroir où l'Europe contemple sa propre puissance et sa propre nostalgie. L'Occident, il va projeter ses fantasmes et ses ambitions. L'Afrique réelle va devenir l'image que l'Europe veut qu'elle soit. Donc j'aimerais tout d'abord analyser ce que j'appelle l'impossible rencontre avec l'autre, qui se traduit notamment par un véritable monologue colonial. Donc malgré les milliers de kilomètres parcourus, je vais y arriver, le dialogue avec l'autre est quasiment nul, que ça soit comme chez Fromentin que chez Verne. Comme l'analyse Tsvetan Todorov, le récit de voyage au XIXe siècle, c'est souvent un monologue qui respire la domination européenne et leur supériorité. Et l'Afrique, elle est donc parlée par l'Occident, mais elle ne parle jamais. On n'entend jamais, en tout cas, les peuples que Fromentin ou Verne rencontrent. Donc chez Verne, le ballon, c'est une barrière phénoménologique autant que physique, puisque le regard descendant déshumanise les populations au sol. Et d'ailleurs, on peut voir dans le roman qu'il écrit Ferguson prend la parole et il va analyser le nom des Nyam Nyam, une tribu qu'il rencontre dans leur voyage, comme une simple onomatopée. Ce nom n'est autre chose qu'une onomatopée, il reproduit le bruit de la mastication. Donc là, l'indigène, il est vraiment réduit à ses fonctions biologiques, à une sauvagerie presque caricaturale que le savant observe métaphoriquement comme un insecte sous une lampe. Et c'est ce que Edward Said appelle la structure d'attitude et de référence de l'impérialisme, puisque l'autre est une surface sur laquelle on écrit nos propres préjugés, mais cet autre ne parle jamais. L'Occident, il va projeter ses représentations sur un espace qu'il réduit au silence, faisant de l'Orient un décor où l'Européen se fait acteur. Chez Fromentin, le malaise il est plus subtil, mais il est bien là, il est bien présent. Il cherche l'Antiquité dans le Sahara et il veut voir des hommes bibles là où il y a des individus réels.
Donc lors de sa visite à Lagoua, qui est une ville martyre et qui a été prise par les Français en 1852, il note avec amertume le silence de mort qui règne. Lagoua n'est plus qu'une ville de souvenirs. Le vieillard passa et nous salua froidement de la main. Nous y répondîmes avec autant de supériorité que nous le pûmes. Donc il y a ainsi ici un aveu de l'échec du voyage, puisque Fromentin ne rencontre pas le Sahara, il rencontre les traces de la conquête française. Sa mélancolie, c'est celle d'un artiste qui sait que la beauté qu'il cherche est déjà souillée par l'histoire, donc il n'y a plus aucune trace de naturel finalement. Mais au-delà de ce monologue colonial, il faut comprendre que ces représentations ont fini par s'imposer comme la seule réalité possible, ce qui nous amène au paradoxe d'Oscar Wilde, selon lequel la nature imite l'art bien plus que l'art n'imite la vie. Le Sahara réel, avec ses jours de grisaille, sa monotonie ou encore sa poussière, est souvent décevante pour le voyageur non averti. Fromentin a essayé de le corriger avec sa palette chromatique pour la rendre peignable. Verne, lui, l'a remplie par son intrigue pour la rendre lisible. Mais Wilde, au final, il nous explique que nous ne voyons la beauté du désert que parce que les écrivains ont écrit dessus et nous ont appris à la voir. Et finalement, nous ne voyageons plus pour découvrir le monde, mais pour retrouver en fait ces traces écrites et vérifier si le monde il ressemble au livre comme on a pu le lire. Donc l'art, il ne se contente pas de représenter la nature saharienne, mais il l'enseigne, il la précède et d'une certaine manière, il vient la remplacer totalement. Donc cette inversion radicale du rapport au réel me conduit enfin à évoquer la thèse de Jean Baudrillard sur la précession des simulacres, qui nous mène vers une forme d'hyper-réalité saharienne. Donc l'hyper-réalité, comme je l'ai rappelé en début de session. Dans simulacre et simulation, dès le titre, on comprend avec simulacre, c'est vraiment ce qui a l'apparence de quelque chose, mais c'est quelque chose qui a l'apparence de ce qu'il prétend être plutôt. Donc il utilise cette métaphore puissante pour dire que la carte devient si précise qu'elle finit par recouvrir le territoire. Il dit d'ailleurs, c'est désormais la carte qui précède le territoire, c'est elle qui engendre le territoire. Donc pour le lecteur de 1863, le Sahara de Jules Verne est devenu plus vrai que le Sahara géographique. C'est un Sahara sans mouche, sans soif réelle, un Sahara où l'aventure est garantie. Et c'est ce que Baudrillard appelle l'hyper-réalité, donc le moment où le signe, le livre ici en tout cas, devient plus réel que la chose elle-même. Donc nos deux auteurs n'ont pas rapporté une image fidèle de l'Afrique, ils ont reproduit un monde de substitution, un simulacre, comme je l'ai dit. Et pour reprendre les termes de Baudrillard, le Sahara littéraire est une hétérotopie, donc c'est-à-dire un espace autre où l'Europe a pu triompher du vide et de l'inconnu par la seule force des mots, de la syntaxe et aussi de l'imaginaire. Le voyage il s'achève non pas sur une découverte, mais sur une conquête textuelle définitive. Pour conclure, Fromentin et Verne ont inventé le Sahara pour le public français du XIXe siècle, l'un par la nostalgie esthétique du peintre, l'autre par l'ambition scientifique du géographe et du savant. Ils ont transformé un vide géographique en un plein littéraire. Et pour prolonger la réflexion, on peut dire que leur travail a fixé pour longtemps cet imaginaire colonial et peut-être qu'il faudra attendre le XXe siècle avec André Gide dans Voyage au Congo ou bien Michel Serres dans L'Afrique fantôme pour que ce miroir commence peut-être à se briser et que l'on cherche sous cette couche d'imaginaire de ces mythes littéraires, pourquoi pas les lambeaux de ce qui reste du réel. Merci pour votre attention.